Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce plateau consacré aux 4 ans de Patrice Talon à la tête du Bénin. Le président de la République a bouclé 4 années donc de gouvernance à la tête de notre commune patrie, le Bénin. Des promesses et des engagements ont été pris pour un Bénin prospère et mieux gouverné. Nous allons nous intéresser à la faveur de ce plateau à la lutte syndicale et les acquis sociaux avec nos invités. Je voudrais bien vous les présenter. À ma gauche, Pascal Todjino, ancien secrétaire général de la CGTB. Il nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Constante. Très bien. Richard Aglaka, il est enseignant au supérieur. Bonsoir. Bonsoir. La première question, 4 ans de gouvernance après, quand vous prenez du recul, Pascal Todjino, comment voyez-vous la lutte syndicale? Merci, je vous remercie de m'inviter à nouveau à la télévision ici pour partager avec vous les réflexions sur le pays. Une fois encore, merci. Mais avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais avoir une pensée particulièrement sérieuse pour ceux qui sont actuellement en difficulté avec le virus COVID-19. Et je suis particulièrement marqué parce que j'ai quand même des amis et des militantes qui sont particulièrement concernés. J'en ai même qui ont été déjà hébergés, sinon mis en quarantaine, et certains viennent de sortir. Donc je voudrais vraiment dire un grand merci au gouvernement qui a pris un certain nombre de mesures pour juguler la crise, mais qui perdure. En ce qui concerne la question de comment je vois la lutte syndicale, elle est permanente. Elle est là. Et je crois que la lutte syndicale dépend des conditions dans lesquelles on l'exerce. Voilà ce que je vais vous dire pour l'instant. Votre appréhension par rapport à la lutte syndicale, quand vous voyez durant 4 ans ce qui a été fait, le monde des travailleurs pendant 4 ans. Non, il faut dire que dans toutes les démocraties du monde, le syndicalisme a toujours joué un grand rôle. Et donc, lorsque on vient dans notre pays, depuis la nuit des temps, les syndicats, quel que soit le niveau professionnel auquel on se retrouve, les syndicats ont toujours joué leur rôle. Parce que sans le syndicalisme, sans le monde syndical, il faut dire que la vie elle-même ne pourra pas avancer. Les travailleurs vont toujours souffrir. Donc, en 4 ans, le syndicalisme a joué son rôle. Toutefois, il faut reconnaître quand même qu'il y a des particularités. C'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus réel cette lutte par rapport à ce que nous avons connu avant 2016. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour commencer. Vivons-nous une lutte syndicale particulière, autre que celle vécue auparavant, ou avons-nous aujourd'hui des syndicats favorables au développement? Pascal Todjino. Non, je vous ai dit tout à l'heure que la lutte syndicale dépend du contexte et des conditions dans lesquelles on l'exerce, n'est-ce pas? Avant, nous avons une certaine possibilité qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et on peut faire le constat que pour certains observateurs non attentifs, je crois que la lutte syndicale s'est achevée du temps du président Patrice Talon. De mon point de vue, non. De mon point de vue, non. Chacun essaie de peaufiner ses stratégies pour une question d'efficacité de lutte syndicale. Je ne sais pas si vous autres, vous avez fait un constat que la lutte syndicale n'existe plus.
Si c'est le cas, vous me développez ça et je vous donnerai ma réponse. Par contre, ce qui s'observe aujourd'hui, c'est une question de recul pour voir si tout ce qu'on faisait, est-ce que ça rentre dans le cadre du développement de notre pays? Est-ce que ça participe du vrai développement de notre pays? Est-ce que vous voyez? Sur le plan, disons, politique, est-ce que ce que nous faisions là a contribué à l'avènement même de ce qui se passe aujourd'hui? C'est des réelles questions qui se peuvent se poser pour savoir si il y a eu quelque chose qui change ou bien qui a changé. Voilà. Il y a certaines personnes ou d'autres qu'on pense que tant qu'il y a par exemple un encadrement du droit de grève comme nous en constatons, un encadrement qui fait que 10 jours de grève pourraient être tolérés, justement, suppression au niveau du secteur de la santé par exemple, quand il n'y a pas droit de grève ou quand on a un encadrement aussi restreint comme celui qu'on a, qu'il n'y ait pas lutte syndicale. Non, mais c'est archi faux. C'est archi faux. Le droit de grève, c'est une réalité dans notre pays. C'est une réalité constitutionnelle. Toutefois, on ne peut pas permettre, disons, à tous les travailleurs d'aller en grève comme ils veulent. Non, ce n'est pas possible parce qu'il y a certains secteurs qui sont des secteurs vitaux de notre économie. Il y a certains secteurs qui sont des secteurs vitaux du développement du pays. Et par rapport donc à ces secteurs, il faille prendre certaines mesures pour mieux encadrer, disons, ces mouvements syndicaux. Et quand je prends par exemple le secteur de l'éducation, nous avons tous constaté, et ceci avec beaucoup de bonheur, parce que tous les parents d'élèves vont vous le dire, tous les enseignants vont vous le dire, les enfants, les élèves, les étudiants également vous le diront, depuis 2016-2017, quand même, le système éducatif est beaucoup plus performant. Et cette performance est surtout liée à l'encadrement qui a été opéré au niveau donc des grèves. Aujourd'hui, un enfant qui commence l'école, il est sûr et certain qu'il ira jusqu'en juin sans être victime des mouvements sociaux. De la même manière, quand je prends le secteur de la santé, quand je prends le secteur de la justice, etc., c'est la même chose. Donc, il faut dire que le droit existe. Toutefois, ce droit est mieux encadré afin que ceux-ci puissent également bénéficier aux contribuables qu'aux acteurs du monde syndical. Voilà un peu ce que je veux dire. Pascal Todino, le diagnostic qui a été fait ayant conduit justement à cet encadrement du droit de grève et à la suppression par ailleurs dans le secteur de la santé, comme je le disais, est-ce que pour vous c'est un diagnostic pertinent? Bon, moi, comme je n'ai pas fait ce diagnostic avec les intéressés, il me sera difficile d'apprécier le résultat du diagnostic. Par contre, moi je crois que il ne faut pas qu'on lie tout ce qui est la non-performance au niveau du système éducatif, au niveau du système sanitaire, à la question des grèves. Moi, je crois que les gens mélangent et on veut accuser pour accuser. Moi, je crois que depuis 2016, vous allez constater qu'il y a une certaine réforme. Il y a des réformes. Il y a des réformes au niveau même du système éducatif. Ce n'est pas la grève qui est une réforme. Non, l'encadrement de la grève n'est pas nécessairement une réforme. Mais on constate que le gouvernement actuel, c'est un effort pour discuter. Et quand il discute, ce qu'il retient, il le fait. Avant, quand vous discutez avec le gouvernement va vous dire oui, et vous demande d'aller chercher les mouvements, et dès que vous cherchez les mouvements, il ne fait plus rien. Et vous livre maintenant aux militants. Est-ce que vous voyez?
même des travailleurs, des gens qui ne sont même pas du tout syndiqués, et ils vous disent n'importe quoi. Il y a même des travailleurs qui ne savent même pas ce qu'on appelle syndicat, mais lorsque on va négocier là-bas, et que le gouvernement fait autre chose que ce sur quoi nous nous sommes entendus, mais c'est eux qui sont les premiers à être très acerbes du point de vue critique. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je crois que le fait d'avoir encadré, c'est bon, mais il y a ce qu'on met en place pour éviter que l'encadrement là soit considéré comme une contrainte. C'est comme une privation de liberté. Est-ce que vous voyez? C'est comme une privation de liberté. Il y a certaines choses, bon, bien sûr, peut-être qu'on viendra sur les réalisations du gouvernement pendant 4 ans. Tout à fait. On reviendra. Moi, je donnerai mon point de vue en tant qu'observateur, en tant qu'ancien secrétaire général de la CGTB. Moi, j'ai vécu un certain nombre de choses au niveau des autres gouvernements et je vois ce qui se passe aujourd'hui. On y reviendra. C'est sûr. Très bien. Donc, ça vous dit que il ne faut pas mêler, il ne faut pas penser que c'est... Pour vous, il n'y a pas de relation étroite. Non. C'est-à-dire, quand on le dit là, on a l'impression que c'est la grève seule qui est la cause de la non-performance. De la non-performance. Je ne pense pas. Lorsque on met 1 kilo de riz à la disposition de l'élève, et que c'est plutôt 1 quart de riz que l'élève reçoit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, lorsqu'on met la pression au niveau de cette façon de gérer, si on met la pression dessus, ça permet à l'élève d'avoir le minimum qu'il faut. Au lieu qu'on lui dit, bon, vous avez droit à 1 kilo de riz, et puis par la suite, c'est 1 quart, donc il va manger à 1 quart. S'il mange à 1 quart, on n'a pas réglé le problème de la faim pour l'élève. Tout cela doit contribuer à comprendre que ce qui se faisait était véritablement difficile à digérer. Très bien. Richard Blaka, il y a quelque chose, et Pascal Todino a commencé par le dire, le dialogue social. Nous avons même un cadre réservé à cela, le Conseil national du dialogue social, et il y a même eu des comités sectoriels, justement, donc dans les ministères, il y a ces cadres-là. Est-ce que c'était ce qui manquait? Non seulement cela manquait, mais il y a que, et il l'a dit tout à l'heure, il a dit indirectement, mais moi je vais utiliser d'autres mots, d'autres termes pour le dire, il y a que le syndicalisme était trop politisé. Et puisque c'était trop politisé, les acteurs politiques avant l'avènement du nouveau départ jouaient également sur ce terrain-là. Et c'est ce qui expliquait les promesses non tenues. Puisque c'est politisé, on vous appelle, on vous apaise, et puis dès que vous sortez, on vous oublie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et évidemment, tel que ça se passe aujourd'hui, c'est décentralisé. Vous avez des acteurs qui sont toujours là, à votre écoute. Et lorsque vous avez des revendications pertinentes, des revendications qui vont vous aider à être plus productif, à être plus performant, des revendications qui vont dans le sens du développement, je crois quand même qu'aujourd'hui, tous les acteurs vont vous le dire, et les syndicats vont vous le dire, ça va. Et c'est ce qui explique, disons, ce calme que nous observons dans le pays. Et un pays ne peut pas aller de l'avant lorsque il y a toujours des mouvements. Vous allez constater les grandes nations qui, quand je prends l'exemple du Japon, pour ne parler que de ce pays, vous allez constater que les mouvements, ça n'existe même pratiquement pas. Ils ne vont jamais en grève. La Chine, ça existe, mais sous d'autres formes. Donc, il faut travailler. Le plus important, c'est d'aller travailler. Malheureusement, dans un passé encore très récent, c'était pas le cas. Moi, j'ai été aussi syndicaliste, j'étais secrétaire général de l'Union nationale des étudiants du Bénin, même si c'était à un niveau très bas, mais je sais ce qui se passait. Lorsque des étudiants, à l'époque, on obligeait les profs à déguerpir l'université, on barrait la voie. Ça, ce n'est pas du syndicalisme. Aujourd'hui, les choses ne se passent plus ainsi. Vous revendiquez, mais vous revendiquez dans la discipline. Vous revendiquez tout en étant conscient que cette revendication doit aider le pays à aller de l'avant. Donc aujourd'hui, le système est là et tous les acteurs
ont la possibilité d'aller négocier. Et une fois que c'est négocié, si ce n'est pas faisable, on vous dira simplement ce n'est pas faisable. Mais si c'est possible, on vous dit voilà, c'est possible, et il y a un échéancier qui est mis en place, et lorsque vous suivez cet échéancier, vous constaterez que chaque promesse faite est respectée dans la suite. Voilà un peu ce que je veux dire. Pascal Toyenou, que pensez-vous justement de ce cadre? Je vous fais la question aussi. Le Conseil national du dialogue social, est-ce que cela contribue, quand vous observez depuis 4 ans, est-ce que cela contribue à améliorer les conditions des travailleurs? Non, je crois que ce n'est pas le Conseil national du dialogue social. Non. Tous ces cadres-là existaient, contrairement à ce que disait le professeur. Tous ces cadres-là existaient. Le Conseil sectoriel pour le dialogue social, ça existait dans tous les ministères. N'est-ce pas? Et qu'est-ce le comité de direction, ça existait dans toutes les directions. Mais ça ne s'animait pas. Qu'est-ce qui était à la base? Là, il faut demander aux autorités. On craint de discuter. Le Conseil sectoriel pour le dialogue social existait dans tous les ministères. C'est institutionnalisé. Maintenant, vous avez constaté que ça a commencé par s'animer au niveau, n'est-ce pas, de pratiquement tous les ministères. Alors, dans ces conditions-là, s'il y a des revendications, on les pose, on discute, on retient quelque chose. Mais certains ministres refusent vraiment de discuter avec les syndicats. Ils refusent. Dans ces conditions, ça ne peut que attiser, n'est-ce pas, l'envie d'aller en grève. Je voudrais rappeler au professeur que au Japon, il y a la grève. Au Japon, les gens font des grèves. Moi, j'y étais. Mais il y a plusieurs formes de grève. C'est ça que les gens ne comprennent pas. La grève, c'est pas toujours avec désertion des lieux. C'est ce que je disais, justement. C'est pas toujours avec désertion des lieux. Je peux venir au service et ne pas travailler. Je peux venir au service, au lieu de produire 100 unités, je vais produire 3. Mais je suis arrivé. Donc ça, cette manière-là, les Japonais, ils l'ont. À un moment donné, il peut dire, bon, mais écoutez, nous allons au service, mais on va mettre un bandeau rouge sur la tête, et puis on fait quelques minutes, parce que chez eux, l'administration n'est pas tellement connue. Mais c'est le privé qui sont beaucoup. Lorsque le privé se met en grève pour 5 minutes, c'est particulièrement important pour l'employeur. C'est un événement. C'est un événement, n'est-ce pas? C'est un événement. Or, ici, ceux qui vont souvent en grève chez nous ici, c'est ceux de l'administration publique. Généralement, est-ce que vous, du privé, combien de fois lorsque nous déclenchons le moment de grève, vous allez à un moment de grève? Jamais. Même au niveau de l'ORTB, c'est on force avant qu'il ne fasse quelques minutes de grève, n'est-ce pas? Et puis, ça y est, on reprend. Donc, ça vous dit que, par contre, en Chine, moi, je n'en ai pas encore connu. En Chine, où j'y suis allé au moins 4 fois, je n'ai pas encore connu qu'il y a eu des grèves en Chine, n'est-ce pas? Ça, c'est le pouvoir suffisamment centralisé, démocratiquement centralisé aussi. La démocratie populaire. La démocratie populaire. Mais les conditions des travailleurs, c'est pas donné à n'importe qui. Non. Les conditions des travailleurs, c'est pas donné à n'importe qui. C'est vraiment mieux. Ils gagnent peu, mais ils ont des conditions de vie et de travail suffisamment agréables. Est-ce que l'appréhension que nous avons aujourd'hui du monde syndical au Bénin pendant ces 4 ans de gouvernance du président Patrice Talon, est-ce qu'elle est acceptée du monde des travailleurs et des populations en général? Non, ça dit que c'est une question que vous me posez et à laquelle je ne peux pas répondre. Ça dit dire que la gouvernance là est acceptée. Pas la gouvernance, la nouvelle forme de lutte syndicale. La nouvelle forme de lutte syndicale, moi je ne peux pas... On priorise énormément le dialogue maintenant. Oui, ça là, je le tiens de ce que j'observe. Je le tiens de ce que j'observe. Mais je ne peux pas dire que ceci est partagé par tous les travailleurs, non. Par tous les syndicalistes, non. Je ne peux pas le dire.
Et je suis venu ici en tant qu'observateur, en tant qu'ancien secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. En tant qui a lutté sur plusieurs régimes. Plusieurs régimes depuis 23 ans. N'est-ce pas? Donc, à partir de cet instant, quand je vois ce qui se passe, je vois ce qui se fait aujourd'hui, je trouve que, pour moi, il y a mieux par rapport à avant. N'est-ce pas? Lorsqu'on dit, bon, le syndicat est politisé, non. On a l'impression qu'il y a de la manipulation par endroit. Oui, non. Vous ne pouvez pas me démontrer le contraire. Moi, je vous démontre le contraire. Le syndicat est politisé lorsque vous recevez des consignes des politiciens pour agir. Bien sûr, il y a une centrale qui se réclame. Mais c'était le cas. Non, nous sommes 7. Si nous sommes 7 et qu'une seule centrale dit je reçois les instructions de mon parti politique avant d'agir, ça ne veut pas dire que les 6 autres sont systématiquement reçoivent les instructions de ce parti. Je dis non. En tout cas, au niveau de la CNTV, notre indépendance est totale. Non, moi, je ne partage pas ce point de vue. Non, ça dit que monsieur le professeur, moi-même, je ne partage pas votre point de vue, mais je me tiens, je fais un effort pour que vous développez votre point contraire à moi. Mais ne m'empêchez pas, moi, de dire, moi, mon point de vue. C'est ça qui est la démocratie même. C'est ça que vous devez enseigner à l'université. Je dis, moi, je lutterai pour que celui qui développe un avis contraire à moi puisse parler, le dire. Pour vous, il n'y a pas de manipulation politique. En tout cas, pour ce qui concerne, on refuse même systématiquement quelques injections dans notre forme de lutte. Jamais. Très bien. Vous ne recevez pas de notre, en tout cas de nos temps. Et je crois que c'est la même chose jusqu'à présent. Donc, pensez que le fait que un président de la République dit je suis d'accord pour vous donner 7%. Et que demain, il ne donne que 2%. Est-ce que c'est de la manipulation politique? Non. C'est la mauvaise volonté de pouvoir même ça. C'est la mauvaise volonté, c'est la manière de vouloir opposer les militants à leur chef syndicaliste. C'est ça. C'est pas parce que il y a politique là. Non. Vous avez cru en la bonne foi. La bonne foi à la parole du chef. À la parole du chef. Lorsque vous avez cru en la bonne foi du chef, de la parole du chef, mais et que ça n'a pas été fait, est-ce que c'est parce que c'est un politicien qui a fait ça? Ou bien c'est parce que le syndicaliste est politisé qu'il a fait ça? Non, moi je ne pense pas. Très bien. En termes d'acquis sociaux, puisque nous avons quand même aujourd'hui c'est calme, c'est mieux encadré. Il y a donc le dialogue, un cadre de dialogue qui s'anime, comme le disait donc Pascal Tordino. Est-ce que cela permet à ce que les travailleurs puissent avoir des acquis, puissent avoir un certain nombre, puissent bénéficier d'un certain nombre d'avantages? Avant de répondre à cette question, je voudrais peut-être revenir un peu sur le développement fait par l'aîné, M. Tordino, pour dire que il va me permettre d'avoir un point de vue contraire. Il le permet, il a encore été. Quand il me dit que ce n'est pas, et qu'en son temps, le mouvement syndical n'était pas politisé, je dis, mais je suis regret de lui dire, mais c'était le cas malheureusement. Et je vais juste donner un exemple. Je vais donner juste un exemple. Oui. Le seul exemple qu'il va donner, les mutations, les affectations dans le domaine de l'éducation par exemple, sur quelle base cela se faisait? Lorsque vous ne suivez pas la direction du ministre, mais vous avez tous les problèmes. Vous avez tous les problèmes. Lorsque on vous devez avoir une certaine promotion, on traîne, on vous affecte, on vous envoie là où vous ne voulez pas. Et tout le monde, tous les enseignants sont obligés de suivre les ordres qui viennent du ministre. Mais
c'est regrettable. Ça, c'est de la politique. Parce qu'on vous force, on ne vous permet pas de réfléchir comme vous voulez, d'aller dans le parti politique de votre choix. On vous impose le parti du ministre. C'est-à-dire le gouvernement qui est là, vous êtes obligé de suivre. Là, vous nous apprenez des choses parce que là... Mais c'est ce qui se passait. C'est ce qui se passait. C'est ce qui se passait. Deuxième chose, tout à l'heure, M. Tadion disait que il y a certains ministres qui refusent de dialoguer avec les syndicats, qui refusent de les rencontrer. Je ne sais pas si ce qu'il est en train de dire, c'est pour aujourd'hui ou c'est ce qui se passait. Il a bien dit, c'était. Bon, voilà. Parce qu'aujourd'hui, je crois quand même que tous les ministres, on les porte grandement ouvertes pour discuter, dialoguer. En ce qui concerne les acquis. Les acquis, il faut dire que quand on parle d'acquis, les acquis sont maintenus pour la plupart, sauf ceux qui étaient fantaisistes, parce qu'il y a eu des acquis fantaisistes, il y a eu des promesses, justement des promesses politiques, et à long terme on se rend compte que c'était pas réaliste, donc il fallait abandonner ces acquis-là. Mais ce qui relève effectivement du domaine du développement, ce qui pouvait permettre aux travailleurs d'avancer, de travailler librement et de travailler dans de très bonnes conditions, je crois quand même que ces acquis sont maintenus. À moins que M. Tadinon me dise le contraire. Oui, j'ai une remarque fondamentale. Est-ce que dans l'administration publique, il n'y a que les enseignants? C'est une question. C'est une grande question. Est-ce que tous ceux qui sont dans l'enseignement là relèvent des partis politiques de la mouvance? Il y a quelque chose qui ne va pas. Du point de vue raisonnement, moi je trouve que il y a un faux pas qui se mène là. Je dis et je répète, pour ce qui concerne la CGTB, que moi j'ai dirigé là, il n'y a aucune influence politique. Et ils nous connaissent tous. Aucune influence politique. S'il y a un seul parti politique, une seule centrale syndicale qui dit, moi je reçois des instructions de mon parti politique pour agir, les autres ne le disent pas. Mais cela ne veut pas dire que nous qui sommes, par exemple, de la CGTB, les militants de la CGTB sont éparpillés dans tous les partis politiques. Comment un ministre qui est par exemple FCBE va dire, celui qui est dans PCB là-bas doit adhérer. Oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est parce que le militant là n'a pas adhéré à ce parti politique que le gouvernement parle et décide de quelque chose et ne réalise pas? C'est là le grand problème que moi je pose. Du point de vue cohérence, c'est pas parce que le ministre... Non, moi je ne parlais même pas du ministre. Est-ce que parce que c'est pas parce qu'on n'a pas suivi le parti du ministre que le gouvernement entier va prendre une décision à l'encontre de donner quelque chose aux travailleurs, tout le monde entier, n'est-ce pas, tout le monde, et que au lieu de le faire, il ne fait pas. Il va dire que c'est parce que c'est politisé. Non. Moi je crois qu'il faut rester droit dans le raisonnement pour être sûr. On peut dire qu'il y a des syndicalistes qui sont politisés. Mais dire que la centrale est politisée, je dis, je ne peux pas accepter ça. Très bien. Mais je lui permets, et même ceux qui sont de la même posture que lui, je leur permets de lui dire. Mais pendant ce temps-là, qu'ils acceptent que nous qui ne sommes pas partisans de cette posture-là, que nous disions non, que ce n'est pas vrai. Tout à fait. Très bien. Et en termes d'acquis, est-ce que vous avez constaté que malgré la lutte syndicale qui a changé, qui est plus structurée, est-ce qu'il y a des acquis qui sont maintenus? Est-ce qu'il y a des avantages que les syndicats ont quand même eu encore? Pascal Tadinon. Il y a des mots que vous utilisez ici qui ne sont pas les miens. Le syndicat n'est pas plus structuré qu'avant. Non. Ça, c'est venu de votre professeur. Très bien. Je ne peux pas recevoir cet enseignement-là, vous voyez. Vous avez quand même des avancées dans la lutte. L'activisme syndical est beaucoup plus encadré. Très bien. Si on dit ça, je peux être d'accord. Et donc, vous préférez encadrer que structurer?
structurée. La structure syndicale, c'est connu. Hein. Il y a la confédération, il y a les fédérations, il y a les syndicats de base, il y a les syndicats décentralisés au niveau départemental, au niveau communal. N'est-ce pas? Donc ça là, en tout cas, c'est ma structure, ça. Voilà. N'est-ce pas? Et je crois que c'est pratiquement la même chose au niveau de toutes les autres confédérations. Maintenant, en ce qui concerne les acquis. Non, les acquis n'ont pas été enlevés. À la limite, tout ce qu'on demandait avant, ça a été peut-être recentré. N'est-ce pas? Ça a été recentré parce que, je suis le journaliste, il y a certaines choses qui devaient être réglées par les ministères sectoriels, qui ne se faisaient pas et qu'on ramène au niveau national. Avant que le gouvernement, dans son entièreté, ne s'asseye pour discuter là, normalement, les différents ministères devaient discuter de ces problèmes-là, et c'est ce qui n'est pas résolu au niveau sectoriel qui vient au niveau national. Et qui ne dépendait peut-être pas d'eux. De ce ministre seul, voilà, qui vient au niveau national. Or, il se fait que rien ne se faisait comme ça. Et on ramène tout au niveau national et passer tout le temps aussi à en discuter. Quelles sont les affectations? Mais on n'a pas besoin d'aller au Conseil des ministres, on n'a pas besoin d'aller négociation gouvernement central syndical pour régler ça. Si certains font le couloir pour se faire affecter ou bien rentrer dans le parti du ministre pour se faire affecter, ça c'est leur problème, ça. C'est leur problème. Donc moi je crois que les acquis, je crois que c'est resté. Maintenant, est-ce qu'il y a des acquis complémentaires? Cette question-là, il faut la poser à ceux qui sont actuellement en action là. Tout à fait. On a d'ailleurs bien voulu les avoir. Malheureusement, nous n'avons pas pu. En termes de... C'est vrai, on est en train d'aller au développement. On marche, nous sommes dans une marche vers le développement. Quel est le rôle ou quel devrait être l'appui ou l'apport du monde syndical au gouvernement pour quand même vers cette marche vers le développement en fait? Non, d'abord le rôle principal c'est donc de tout faire pour que le travailleur puisse travailler dans de très bonnes conditions. Ça c'est le premier rôle. Le travailleur doit pouvoir travailler dans de bonnes conditions, doit pouvoir profiter de son travail pour que demain il puisse dire oui, j'ai travaillé aujourd'hui, voilà ce que j'ai pu gagner. Maintenant, quel est le rôle du syndicat? Son rôle, c'est d'abord de défendre les intérêts des travailleurs, mais en même temps, dans le même temps qu'il défend les intérêts des travailleurs, il va falloir qu'il accompagne les gouvernants. Parce que lorsque vous défendez vos intérêts, et ces intérêts sont en contradiction avec l'esprit de développement général prôné par l'État, vous voyez, ça pose un problème. Vous pensez à vous, mais vous ne pensez pas au général. Donc, le rôle, d'autre part, doit être évidemment d'accompagner ce que le gouvernement fait, afin que ensemble nous puissions atteindre les objectifs pour que demain soit meilleur pour tout le monde. Aujourd'hui, on peut dire quand même que depuis très souvent quand les syndicats accompagnent, on a un regard qui n'est pas bienveillant. Non. Ce que je voudrais dire, c'est ceci. C'est-à-dire que depuis 2016, lorsque ces mouvements ont été, disons, plus ou moins encadrés, parce que les gouvernants, ils ont besoin de paix pour travailler. On ne peut pas travailler dans le désordre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque dans le pays? On remarque quand même que, interroger tout le monde, on va vous dire, oui, ça va au Bénin. Ça va au plan économique, au plan politique, au plan social, au plan de l'éducation, etc., etc. Ça va. Mais pourquoi ça va? Ça va simplement parce que il y a une certaine paix. Et là, le pouvoir politique, le gouvernement n'est plus là pour gérer les crises des syndicats engendrés par les syndicats, mais il est là justement pour penser au développement du pays. Et c'est ce qui se passe. Moi, je voudrais, avec votre permission, saluer la bravoure de nos syndicalistes
qui, en même temps qu'ils gèrent les problèmes internes aux travailleurs, arrivent quand même à accompagner d'une manière ou d'une autre le gouvernement, parce que lorsqu'ils ont accepté le principe de l'encadrement des grèves, lorsque désormais chacun est convaincu du rôle qui est le sien dans le travail qu'il fait, aujourd'hui on se rend compte quand même que en 4 ans, le pays a changé de visage. Et ça, c'est important. On ne peut que remercier ces syndicalistes par rapport à leur rôle pacifique qu'ils jouent. Pour un pays qui se veut un pays de développement, de quel type de syndicat devrons-nous rêver? Pascal Togueno. Monsieur le journaliste, moi je crois que faisons des analyses objectives. Moi, ma présence ici, c'est en ma qualité d'ancien secrétaire général de la CGTB, mais aussi un observateur attentif. Hier, la gabegie qu'on observe, le gaspillage qu'on observe, le détournement qu'on observait, c'est limité. Parce que je ne peux pas encore affirmer que ça a disparu. Le militant syndical, le responsable syndical, lorsqu'il constate que le sacrifice est consenti par son patron, il accepte de consentir ce sacrifice-là. Je suis clair. Hein? Ouais. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du chef, le chef dit vraiment serrons les ceintures. Et on observe en lui que lui-même serre les ceintures. Hein? On est motivé à le faire, comme lui-même. Est-ce que vous voyez? Avant, quelqu'un qui vient de finir l'université avec peut-être la maîtrise, on le parachute quelque part, quelques 12 mois après, tu vas apprendre qu'il a acheté une maison à Saint-Sade, qu'il a une voiture Grand Cri, qu'il est dans une maison où on télécommande l'ouverture des portes. N'est-ce pas? Dans ces conditions-là, le travailleur est surrévolté. C'est le cas avant ça. J'ai dit, moi, je n'ai pas fait encore d'enquête pour dire que c'est fini. C'est fini au Bénin. Non. Mais vous constatez que c'est limité considérable. C'est limité. Les résultats de cette limitation, on le constate sur le terrain. N'est-ce pas? On le constate. Moi, avant de venir ici, parce que quand on m'a invité, on dit, ah, c'est pour faire le point de ce qui a été fait pendant 4 ans. De ce qui est fait par le gouvernement Talon pendant 4 ans. J'ai dit, ça tombe bien. Parce que au départ, j'étais parmi ceux qui sont contre la gouvernance. On s'en rappelait. Vous vous rappelez? Tout à fait. Mais aujourd'hui, je suis parmi ceux qui sont acquis à la cause. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous a... Ce qui a changé, c'est ceci. C'est les réalisations. On se pose aujourd'hui la question de savoir s'il y a tant de moyens financiers dans le pays et on constate que rien ne se fait. Mais écoutez, monsieur le journaliste, j'étais à la revue la dernière fois. Hein? Faites un tour si vous n'y étiez pas. Vous n'y êtes pas encore allé. Faites un tour à Cotonou ici. Allez à Papa, chez moi. S'il pleut une seule fois, il y a des vents impraticables. Mais aujourd'hui, les vents qui sont les plus impraticables, on s'est attaqué à ça. N'est-ce pas? Mais écoutez, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut révéler. Non. Quand on dit révéler, parce que les gens commençaient pas à utiliser ça, ce thème-là, comme on mange le mil, quoi. Donc, je dis,
révélé, n'est-ce pas? Lorsque vous trouvez tout ça là, si vous êtes un syndicaliste réel, et non pas un syndicaliste politisé, comme l'a dit mon très cher frère, professeur, vous devez comprendre. Alors, c'est pour ça que, qu'est-ce que nous on fait au niveau de la CNTP? Nous, lorsque vous êtes affilié, la première chose, c'est de vous former sur vos droits et vos devoirs. Le devoir, vous devez connaître. Vos droits, vous devez les connaître aussi. Et ça là, on le fait de la basse échelle jusqu'à la grande échelle là-bas. Lorsque nous avons fait des congrès et qu'on a élu des nouveaux dedans, la première chose c'est de les former. Vous devez savoir, si vous êtes un militant syndical, vous devez savoir que votre devoir c'est de travailler pour le développement de notre pays. C'est un devoir. Mais pendant le même temps, vos droits, vous devez les défendre. Tout à fait. C'est ça ce que nous faisons. Donc, quand vous voyez ce qui se passait dans le pays et ce qui se passe aujourd'hui, vous allez constater que beaucoup de gens ont changé d'avis. Et même, certains politiciens les plus résolus contre la gouvernance, on commençait pas à dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est pas possible. Mais où est-ce que le gouvernement trouve tant de moyens pour réaliser ce qui se passe là? Vous allez à Porto-Novo aujourd'hui? Non. Ça, c'est formidable. Monsieur le journaliste, allez à Porto-Novo. Parce que vous êtes à Cotonou ici. Vous avez la possibilité d'aller là où vous voulez. Parce que on se déplace tout de même, hein. Je vous rassure, hein, on se déplace. Vous allez à Porto-Novo. On se déplace. Parce que c'est Porto-Novo qui m'intéresse. Est-ce que vous allez à Porto-Novo? Tout à fait. N'ouvrez pas les cette dernière temps. Non, je ne donne pas mon avis, sinon j'allais vous dire ce que... Non, je voudrais juste appuyer un peu M. Todine pour dire quand même que c'est vrai, les gens qui étaient contre Talon au départ ont raison. Parce qu'on vient de changer un gouvernement, il vient d'arriver avec ses promesses. Est-ce que ça va être la continuité par rapport à ce qu'on connaissait? Donc ça fait que beaucoup avaient des réticences. Mais aujourd'hui, avec le temps, comme lui, il y a beaucoup d'autres Béninois qui ont changé d'avis. Non pas parce que ils sont contre X ou Y, mais ils ont changé d'avis par rapport à ce qui est fait, le concret, ce qui se voit, ce qu'on peut toucher du doigt. C'est ça qui a fait que les gens ont changé d'avis. Et ça, c'est réel. C'est réel sur tous les plans. Il a donné quelques exemples. Il a donné l'exemple des infrastructures routières. Mais dans le domaine de la santé, il y a une amélioration. Dans le domaine de l'éducation, il sait de quoi je parle dans le domaine de l'éducation. Il y a une amélioration. Même déjà en ce qui concerne, imaginez, déjà à partir de 2017-2018, avec le principe selon lequel, lorsque vous n'avez pas un certain taux, ou lorsque votre résultat est en dessous d'un certain taux, ben on vous décharge simplement. Et aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il faut aller de l'avant, il faut travailler. Mais lorsqu'on envoie de la nourriture aux enfants et que vous pensez que c'est pour vous et que vous bouffez, vous savez ce qui vous attend. Et ça, je dis, il a parlé de la formation. Mais c'est important au niveau des centrales syndicales. Il faut former les militants, ça c'est important, parce que le militant réclame ses droits, mais dans le même temps, il oublie qu'il a des devoirs. Donc il faudrait qu'on les forme par rapport à leurs devoirs. Ce qui est sûr, la stabilité au plan social a fait que le gouvernement quand même a eu du temps pour nous montrer de quoi il est capable. Ce qui se passe au Bénin, excusez-moi, c'est du miracle. C'est simplement du miracle. Et il a donné quelques exemples. Et donc, cela ne laisse plus le boulevard libre aux revendications. Non, il y a toujours eu des revendications. Toutes les centrales, ils revendiquent toujours. Les revendications sont toujours là. Seulement, c'est le moyen qui a différé, qui a changé. On ne revendique pas aujourd'hui comme on revendiquait hier. Parce que désormais, il a donné l'exemple des cadres qui existaient déjà au niveau des ministères avant l'avènement du gouvernement Talon. C'est vrai, mais le problème c'est que ça ne fonctionnait pas.
Donc c'est aussi, moi j'ai dit que en réalité, on a ressuscité ces structures. Et aujourd'hui, c'est des structures très dynamiques. Donc les revendications, ça continue. Et s'il n'y a pas trop de mouvements, cela ne veut pas dire que les gens sont satisfaits. Non. Ils ne sont pas satisfaits parce qu'en tant que syndicaliste, on veut toujours gagner. On veut aller de l'avant. Quand vous demandez 2%, après c'est 4%, après c'est 6%, c'est ça la réalité. Mais dans le même temps, ils sont conscients que, attention, mais on a un président qui travaille, qui va de l'avant. Il vaut mieux qu'on l'accompagne. Moi, en tant qu'enseignant, je travaille avec beaucoup d'autres enseignants. Je voudrais vous dire au passage que je suis le président d'un collectif d'enseignants, le CDEMIS, collectif des enseignants pour le développement et l'excellence en milieu scolaire. Je travaille avec beaucoup d'enseignants et lorsqu'on se retrouve et vous les écoutez, vous êtes satisfaits. Vous êtes satisfaits simplement parce qu'ils savent qu'ils sont conscients que tout n'est pas fait. Mais dans le même temps, ils disent il vaut mieux qu'on accompagne ce gouvernement parce que si les choses se passaient ainsi avant, on ne serait plus à ce stade. Et c'est déjà ça qui est bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Parce que nous venons de faire 4 ans. Pour le reste du mandat, 1 an, qu'est-ce qu'on peut espérer encore de mieux pour ce gouvernement ou pour cette mandature du président Patrice Talon? Moi, je crois qu'il faut d'abord apprécier ce qui a été fait. Ce qui a été fait, nous ne l'avons pas apprécié suffisamment. Parce qu'on a survolé. Ceux qui sont toujours dans la posture de critiquer, ils vont penser que on est venu ici mouillé. Pour pouvoir. Moi, je dis. C'est parce que ce plateau est vraiment... Je ne suis ni de la mouvance, ni de l'opposition. Non. Je suis un indépendant. Et quand vous êtes indépendant, vous êtes libre. Non, si vous êtes un vrai indépendant, vous êtes libre. Parce qu'il y a des indépendants qui ne sont pas libres. Qui sont dépendants. Voyez. Donc, moi, je crois que le professeur vient de citer un certain nombre de choses en appui à ce que j'ai dit. Vous voyez, les conseils sectoriels pour le dialogue social ont été dynamisés, ressuscités et travaillés. Ce qui fait qu'au niveau national, les revendications sont moindres. Parce qu'on a cherché déjà des solutions au niveau de la base. C'est ça qui fait que vous n'entendez plus. Il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Est-ce que vous voyez? Donc, pour moi, il faut maintenir ça. Il faut réactiver encore davantage ça. Deuxième chose, je dis, on a limité les dégâts en matière de gaspillage des ressources humaines. Des ressources financières notamment. Je n'ai pas dit que c'est annulé. Non, je ne peux pas le dire encore. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe là, quand vous voyez les réalisations sur le terrain, hein, notamment en infrastructure, en énergie, on trouve que l'argent qu'on prend là, hein, on l'utilise pour quelque chose de visible. Ça fait pas longtemps que j'ai été à Parakou. Parakou a failli me roubler. Moi, quand je rentrais dans Parakou, là, je connais les différents lieux pour aller me restaurer ou aller faire. Mais aujourd'hui, je suis perdu. Mais quand vous allez à Natitengu, Roukayu, Colline, vous voyez, on force même pour rentrer dedans. Alors, je vous avais parlé de la capitale. Porto Novo. Je vous avais parlé de la capitale économique. N'est-ce pas? Il y en a encore ailleurs. Lorsque vous voyez tout ça là, excusez-moi, oui, ça contribue à l'éclosion économique. Parce que le développement passe aussi par le développement de la route. Si je produis quelque chose quelque part et que je ne sais pas comment je vais amener ça au marché, ça pose problème. N'est-ce pas? Donc, à ce niveau-là, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui se fait avec notre argent. Dans ces conditions, le syndicaliste réel va constater que, ah non, mais écoutez, il y a quelque chose qui se fait.
pour faire, comment vous appelez ça, pour développer quelque chose, on fait toutes ces analyses pour dire, mais est-ce que mon pays, mon gouvernement, la caisse de l'État est capable de satisfaire ça? Il y a toutes ces questions que le responsable syndical doit se poser d'abord. Nous, au niveau de la CNTP, ne pose pas n'importe quelle revendication. Non. Non. Il se fait qu'il y a des revendications d'ordre administratif qu'on devait régler même terre à terre. Et peut-être, en tenant compte des réalités énoncées par le professeur, quand vous n'êtes pas dans mon parti politique, je ne vous le fais pas. Mais ce n'est pas lui seul. Quand on fait la somme de tout cela, monsieur le journaliste, j'ai dit, dès les premiers mois de gouvernement Talon, j'étais parmi ceux qui sont contre. Tout en étant content de son avènement, parce que j'y ai contribué. Tout en étant content. Dès qu'il est arrivé, il dit, tel décret là, on l'annule. Tel décret, on la brûle. Tel décret, on dit, ah mais vraiment, le ciel s'éloigne de nous, au lieu de s'abattre sur nous. N'est-ce pas? On a dit, ah non, les avantages mirobolants qu'on a accordés à des ça c'est des centaines de milliards qu'on a ramenés dans la caisse de l'État, qui étaient déjà pratiquement en ordre de paiement. On a dit non, jamais, annulez ça. Lorsque vous prenez l'ensemble de toutes ces mesures-là, et vous voyez que l'argent qu'on a essayé de racler, ça a contribué à faire quelque chose. Deuxième aspect, pour aller aux élections, on a dit, il y a le quitus fiscal. Je suis un journaliste. Le quitus fiscal, là, ça a mérité des milliards dans la caisse de l'État. Même ceux qui ne payaient rien avant, là, ils sont obligés de faire ce rappel-là. Et ils sont devenus fatigués. Ils ont dit, mais ils ont fait ça, ils ont joué encore. C'est ça. Mais au moins, ils ont remboursé tout ça dans la caisse de l'État. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Moi, je vois des choses visibles. Quand c'est comme ça, le responsable syndical doit se poser la question de savoir, mais pourquoi je vais continuer de faire des tapages? Ou alors, la quantité de mon tapage doit être revue à la baisse. Je dis, il faut continuer comme ça. Puisque vous me demandez ce qu'il... Tout à fait, pour le reste. Il faut continuer. Il faut continuer, ne pas... Je voudrais bien croire qu'en 2021, il y a des élections. Et qu'on ne dise pas que c'est à cause de ces élections-là que ça se précipite maintenant. Et qu'après ça, qu'on aille s'asseoir comme les autres. Je peux vous dire, moi j'étais à Porto-Novo à la proclamation de l'indépendance en 1960. J'avais quand même un petit âge. Mais depuis ce temps, à la date d'aujourd'hui, moi je n'ai pas encore vu un gouvernement qui a réalisé autant de choses en 4 ans. Non. Je le dis en toute conscience. Je n'ai pas dit que je supporte le gouvernement. Je supporte la position. Non, c'est pas ça, moi, mon problème. Je vais rester constant dans mon développement, dans ma logique, en faisant des observations pertinentes. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'a qu'à aller à Porto-Novo, il n'a qu'à aller venir à Cotonou ici, il n'a qu'à aller à Parakou, même à Natinagou-Djougou. C'est ça que moi je veux des uns et des autres. Oui, très bien. Richard Blaka, pour le reste du mandat, on vient de faire 4 ans, il y a eu des réalisations, il y a un certain nombre de choses qui ont été revues et vous en avez parlé. Qu'est-ce qu'on devrait attendre encore du gouvernement ou du président Patrice Talon pour le reste du mandat? Il faut dire malheureusement que, et c'est de ça que je parlais tout à l'heure, ceux qui nous gouvernent, ils ont besoin de tranquillité, de sérénité pour pouvoir aller de l'avant. Et l'absence ou disons l'encadrement des mouvements a fait que quand même le gouvernement a pu réaliser tout ce qu'il a réalisé. Moi je ne vais pas, parce que c'est pas peut-être l'objectif de l'émission, je ne vais pas revenir sur les détails déjà mentionnés par M. Todinou, mais malheureusement aujourd'hui il y a cette maladie
qui est en train de freiner les efforts du gouvernement. C'est regrettable. Parce que, quoi qu'on dise, cela aura un impact sur la suite des actions. Quelle maladie? Le Covid-19. Voilà. La COVID-19. Voilà. Ah oui. Malheureusement, parce que ça freine désormais toute Et d'ailleurs, c'est dans tout le monde entier. Donc ça, forcément, cela aura un impact sur les 12 mois qui restent au président Patrice Talon. Mais il faut dire qu'il doit pouvoir continuer dans ce sens-là. Parce que ce qui est fait depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'un des rares gouvernements qui a commencé et qui n'a eu que de croissance. C'est-à-dire, depuis 2016, il n'y a pas un moment ou une année où on a dit, bon là, ça a chuté, et puis ça va rebondir parce qu'il y a des élections qui arrivent. Non, ça ne fait que monter. Et c'est ça qui est appréciable dans ce gouvernement, parce que nous avons quelqu'un qui s'est fixé des objectifs. Et qu'il essaie de tout mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre? Il faut prier pour qu'il puisse continuer dans ce sens. Et que demain, lorsqu'on va finir avec toutes ces réalisations, on puisse quand même revenir aux travailleurs pour qu'ils aient plus de meilleures conditions, qu'il faut améliorer les salaires, il faut augmenter les salaires, il faudrait que effectivement cela puisse avoir un impact sur les travailleurs. Mais pour le moment, nous sommes en train de souffrir, et c'est une bonne souffrance, parce que lorsque vous souffrez et que vous sortez de votre maison, vous n'êtes plus obligé d'apporter les rues avec du sable ou avec des nids de poules partout. Vous êtes heureux. Donc, il faudrait qu'on continue dans ce sens. Et pour continuer dans ce sens, vous allez me permettre de le dire, il faudrait qu'en 2021, nous puissions avoir le même homme. On y reviendra parce que ce n'est pas Nous puissions avoir le même homme pour continuer les belles actions. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ces échanges. Je vais vous laisser le soin de dire un message de fin, un mot de fin pour nos téléspectateurs. Pascal Togin. Bien. Et vous pouvez en profiter pour rappeler ces gestes barrières, parce que justement c'est important pour nos concitoyens, surtout en cette période où la pandémie est en train de sévir. Je crois que je dois encore terminer par là. J'ai dit, ce qui se passe là est mondialement ressenti. Mais moins ressenti au Bénin ici. Je souhaite que ce soit suffisamment moins ressenti au Bénin ici pour qu'on constate que le Bénin n'est pas le même qu'on a connu depuis 1960. Je voudrais dire au président Talon, félicitations. Je n'ai pas du tout l'habitude, vous ne venez jamais féliciter ni un ministre, ni encore un président de la République. Depuis que moi j'ai commencé à lutter là, jamais. J'ai constaté que c'est des gens qui ont toujours de gros ventres. C'est-à-dire, même s'ils ont un ventre très plat, Avant d'arriver, ils ont toujours des ventres qui débordent les tables. Donc moi je ne m'occupe pas d'eux. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je peux dire, non, Monsieur le Président, félicitations. Continuez comme ça. Tout en pensant au panier de la ménagère. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, nous avons essayé de vous comprendre, même nous qui sommes à la retraite, hein, mais on est obligé de faire des raclages un peu partout, de faire des sarclages qu'on peut dire même là, pour pouvoir compléter la pension qui est suffisamment maigre. Est-ce que vous voyez? Troisième chose, c'est toujours par rapport aux ceux qui sont à la retraite. Vous voyez, il y a des arriérés qui sont dans les tiroirs du ministère des Finances. Monsieur le Président, il faut instruire votre ministre très dynamique là, ce ministre très dynamique là, il faut l'instruire. Dès qu'il va recevoir des instructions pour régler ce problème d'arriérés, notamment des retraités là, je vous jure qu'avant la fin de ce mois, ce sera fait. Mais je compte sur vous, je compte sur ce ministre là. Dernière chose, oui. Je suis le journaliste. Je vous ai invité les partis politiques de mon pays à être de vrais contributeurs
au développement de notre pays. Je dis, ceux qui sont de l'opposition, c'est leur plein droit de rester dans l'opposition. Ceux qui sont dans la mouvance, c'est leur plein droit de chercher à gérer la chose avec le président de la République pour avoir leur pain, je dirais. Mais je souhaite qu'il y ait une certaine harmonie autour des questions essentielles. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé un parti politique d'opposition qui soit intervenu réellement sur cette pandémie-là. Dans d'autres pays, ça se fait. Les gens se retrouvent même pour dire comment lutter. Les gens même font des propositions pour lutter contre cette pandémie-là. N'est-ce pas? Mais parmi les propositions, j'ai entendu qu'il faut arrêter d'abord le paiement des factures d'électricité et d'eau. Mais ça, arrêter là, c'est pas ça. Pendant cette période-là, il faut supprimer ça. C'est une proposition aussi, parce que moi je ne suis pas homme politique, mais je suis un observateur. Et même pour les entreprises de presse comme vous, il faut qu'on arrive à leur apporter du souffle nouveau. Parce que, vous voyez, toutes ces propositions-là, ça contribue à la relance de l'économie, à la fin de la Covid-19. Très bien. Et je voudrais vous remercier aussi. Merci. De souvent m'inviter, et surtout quand vous m'invitez avec un professeur d'université, je suis plus à l'aise parce que je vais discuter avec le cerveau frais. Très bien. Merci beaucoup Pascal Toguino. Richard Blaka. Non, je crois que ce mal qui sévit, parce pour conclure, il va falloir que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Ce qui se passe malheureusement, c'est que le Béninois n'a pas encore pris toute la mesure de la situation. Les Béninois pensent que cela ne peut qu'arriver qu'aux autres, mais c'est faux. Malheureusement, c'est là. C'est là. Donc, essayons de respecter les consignes données par le gouvernement et évidemment, restons chez nous. Lorsque nous n'avons rien à faire dehors, restons chez nous. Parce que le fait de sortir, chaque fois que vous sortez de votre maison, c'est que vous prenez des risques. Et moi, je voudrais... J'ai pris des risques. Oui, nous tous, oui, bien sûr, nous avons tous pris des risques. Et je voudrais également faire une proposition. Il faut quand même ajouter que votre présence était nécessaire. Je voudrais faire également une proposition. La proposition, oui, je crois que c'est déjà... C'est-à-dire, si le personnel non utile, s'il faut les mettre en congé, il faut les mettre en congé. Et le système le système de rotation, tout le monde n'est pas obligé d'être là au même moment. Et je crois quand même qu'il va falloir qu'ensemble nous puissions mener cette lutte, parce que si ce qui arrive ailleurs arrivait chez nous, ça va être la catastrophe. On ne souhaite pas ça. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire, et remercier au passage le grand frère qui a fait le déplacement et qui a accepté de faire le débat. Un déplacement nécessaire et important. Et le débat. Mais merci beaucoup. Vous avez fait un coup de déplacement. C'est pas évident non plus. Merci parce qu'il y a un cordon sanitaire. C'est pas aussi loin que ça. Merci beaucoup Pascal Toguino, ancien secrétaire général donc de la CGTB. Merci à vous Richard Blaka, enseignant de supérieur. Donc nous avons pris du plaisir à échanger avec vous à la faveur donc de cette célébration des 4 ans, on pourrait le dire, les 4 ans de gouvernance de Patrice Talon à la tête du Bénin. Nous sommes intéressés à la lutte syndicale, aux acquis sociaux. Vous avez eu donc le temps de comprendre, de noter un certain nombre de choses relevées par nos différents invités. Merci de nous avoir suivis. Oui. J'apprécie personnellement. Parce que je vous ai écouté discuter avec certains politiciens ici. C'est seulement ça m'a sidéré. Donc, si nous avons des journalistes aussi cultivés, ça va faire avancer la chose. Merci, ça me va droit au cœur. Merci, chers amis téléspectateurs. Un autre plateau, c'est demain soir. Merci de nous rester toujours fidèles. ETélé.